Bienvenue sur Women First TV, la télévision des femmes. Nous sommes dans notre émission hebdomadaire, l'invité de la rédaction. Le monde est plus connecté que jamais avec 4,95 milliards de personnes qui utilisent l'Internet aujourd'hui. Le numérique est donc au cœur de tout cela avec ses avantages et dérives. Pour une vision plus claire par rapport à ce thème, nous avons comme invité aujourd'hui M. Muntaga Cissé, informaticien, spécialiste des médias numériques, formateur et consultant en médias numériques au CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Monsieur Cissé, bienvenue sur Women First TV, la télévision des femmes. Merci madame, c'est un immense plaisir pour moi d'être votre invité sur Women First TV. Je vous remercie pour l'invitation et ce sera un plaisir de débattre avec vous sur le sujet que vous allez évoquer. Comme je l'ai dit en introduction, le monde baigne aujourd'hui dans une ambiance hyper connectée. Vous êtes vivement imprégné dans le milieu journalistique. Et quel est d'abord l'impact du numérique dans le journalisme? Alors, le numérique apporte quelque chose de nouveau. Quand je dis nouveau, je remonte sur une vingtaine d'années depuis l'avènement du web pour les journalistes. Parce que comme vous le savez, le monde des médias a évolué au fil des temps. On a connu l'invention de l'imprimerie avec Gutenberg, avec la création de la presse écrite. Et lorsqu'il y avait eu l'avènement de la radio, les gens pensaient que la presse écrite allait disparaître avec la radio, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs. Après, on a vu la télévision vers les années 60, je pense. Après, on a pensé que la télévision allait tuer la radio et la presse écrite. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Internet depuis presque 30 ans maintenant, avec l'avènement du web. On a pensé que l'Internet allait faire disparaître les médias. Aujourd'hui, on se rend compte que l'Internet permet aujourd'hui de regrouper tous les types de supports. Par exemple, sur Internet, vous pouvez faire de la radio, vous pouvez faire de la télé, vous pouvez faire de la presse écrite, ce qui est un avantage considérable pour les journalistes. Aujourd'hui, les journalistes, qu'ils soient à la radio, à la télé ou à la presse écrite, utilisent également Internet dès le départ du travail, dès la collecte de l'information, la vérification. On parle de fact-checking de plus en plus, le fait de vérifier certaines informations. Et les journalistes utilisent aujourd'hui Internet pour ensuite diffuser cette information-là, parce qu'ils ne se limitent plus à mettre à la disposition le contenu à la télé, parce que même les chaînes de télévision ont des supports sur Internet, elles ont des chaînes YouTube, des pages Facebook, etc., la radio de même. Et donc l'Internet est devenu incontournable pour un journaliste qui veut continuer à faire son travail, qui veut continuer à avoir de la visibilité, qui veut continuer à avoir une bonne audience. Donc c'est un plus considérable, même si on va en parler certainement. Il y a pas mal de dérives, il y a pas mal d'inconvénients qui accompagnent justement le métier de journaliste à travers Internet. Disons, ça facilite la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Absolument. Je vous donne un exemple très simple. Il arrivait que des journalistes de la radio m'interviewent, soit ils se déplaçaient, ils venaient chez moi au bureau, ou bien ils me prenaient au téléphone. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux outils, je donne l'exemple de WhatsApp, pas mal de journalistes, pour faire leur interview, ils m'envoient des questions tout simplement, et puis moi, je donne des réponses en audio WhatsApp. L'avantage, c'est que la qualité de l'audio est meilleure que le téléphone. Ensuite, ils ont la possibilité de faire le montage qu'ils veulent, prendre les éléments qu'ils souhaitent. Ça leur permet de gagner du temps, éviter les déplacements. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, dans Dakar, il est très difficile de se déplacer. Donc, cet avantage-là considérable permet non seulement d'avoir plus de qualité dans ce qu'on fait, mais aussi de gagner du temps. Ça permet de faire un peu plus autre chose aussi. Bien sûr, mais également, est-ce que cet avantage n'est pas en train de tuer même les fondamentaux du journalisme, d'autant plus quand il s'agit d'une interview, je veux parler du contact du journaliste par rapport à l'homme qu'il est en train d'interviewer. Absolument, ça facilite la presse, c'est-à-dire le journaliste, comme vous l'avez dit, au lieu de se déplacer sur le terrain, au lieu d'être en contact direct avec ses interlocuteurs, préfère utiliser Internet, WhatsApp par exemple. Il n'a pas certains retours, n'est-ce pas? Donc son analyse peut être biaisée. La deuxième chose, c'est que cette facilité-là peut être utilisée par des non-professionnels, par des non-journalistes qui aujourd'hui ont
les mêmes outils que les journalistes pour diffuser de l'information. Il y a une dizaine d'années, pour diffuser une information, il fallait être journaliste, il fallait passer à la radio, voilà, passer donc, à l'antenne. Voilà, je ne vous coupe pas la parole, mais cet avantage également va construire, va fabriquer des pseudo-journalistes aussi. Exactement. Comme je disais, pour diffuser une information, il fallait passer à l'antenne et que tout le monde n'avait pas accès à une antenne, à une audience. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ça. Il suffit de prendre mon téléphone, d'ouvrir Facebook ou TikTok, WhatsApp, de produire mon information à moi et de la produire et de la diffuser. Et malheureusement, ceux qui ne sont pas des utilisateurs avertis peuvent prendre cette information-là pour argent comptant, pour une information vraie, alors qu'en réalité, il n'y a pas eu le traitement, comme vous l'avez bien expliqué, de collecte, de traitement et de diffusion en amont. Malheureusement, certaines personnes peuvent tomber dans ces pièges-là, pensant que l'information qui vient d'être diffusée est une information vérifiée, une information journalistique, si je peux le dire comme ça, alors que malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, d'où l'avènement des fake news, des fausses informations, la désinformation, la manipulation aussi peut être utilisée par certains justement pour tromper les internautes qui sont au niveau de leur audience. Ces réseaux sociaux doivent aussi être canalisés, surtout quand on parle de l'exercice du métier de journalisme. C'est ça, en fait, les réseaux sociaux, on a aujourd'hui du mal à les définir comme étant des sources d'information, des médias à part entière ou bien tout simplement des plateformes d'échange privées ou publiques. Même l'Union européenne, depuis plusieurs années maintenant, peine à caractériser ces plateformes-là parce que ce sont les géants du numérique qui ont assez d'argent, pas mal de force et du coup, ils n'acceptent pas d'être qualifiés comme des médias proprement dit, ce qui fait que si moi je diffuse une information sur une plateforme comme Facebook, Facebook ne se considérant pas comme un média, peut dire que c'est une communication privée, c'est une liberté d'expression qui est offerte aux gens. Et derrière, les utilisateurs, les milliards d'utilisateurs, comme vous l'avez dit, plus de 4 milliards, presque 5 milliards d'utilisateurs Internet aujourd'hui peuvent tomber dans ce piège-là. Et donc, d'où l'importance et la nécessité de nos gouvernements, de nos communautés de travailler sur l'organisation, justement, de voir comment, justement, faire en sorte que ces plateformes-là respectent le minimum de règles qui doivent exister. Aujourd'hui, 9,6 millions de Sénégalais utilisent l'Internet, dont 88,6% via le mobile, avec 16 millions de lignes téléphoniques. Mais ils utilisent plus WhatsApp et TikTok. Alors, il y a une explication par rapport à cela. Vous savez, au Sénégal, nous avons un taux d'analphabétisme très important, presque 54% selon l'ANSD, l'Agence des statistiques et de la démographie, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Donc l'ANSD dit que plus de la moitié de la population sénégalaise n'est pas alphabétisée. Donc les gens ne sachant pas lire et écrire se basent sur du contenu multimédia, des images, de la photo, de la vidéo, etc. Et ces plateformes-là facilitent justement les échanges via de contenu multimédia en langue nationale. Avant, je dis, voilà, il y a 15 ans peut-être, pour utiliser Internet, il fallait aller dans les cybercafés, dans les bureaux, utiliser un ordinateur. Il fallait être initié en informatique, donc savoir lire et écrire. Aujourd'hui, pour utiliser Internet, vous n'avez plus besoin de ça. Vous avez juste besoin d'un téléphone qui a WhatsApp. Ne sachant pas lire et écrire, vous pouvez, je vous donne un exemple, ma mère qui est très âgée, qui est analphabète, elle fait des appels sur WhatsApp. Si elle doit m'appeler au téléphone, elle le fait sur WhatsApp parce que il y a ma photo qui est sur mon profil, la photo de tous ses autres enfants sur leur profil. Il suffit qu'elle ouvre et qu'elle regarde une photo, elle appuie sur appeler et c'est réglé. Donc pour dire que cette facilité d'utilisation-là fait que les analphabètes aujourd'hui ont cet accès à l'outil WhatsApp pour justement faire des communications en langue donc locale, en Wolof, Alpulaar, etc. Faire des audios parce qu'avant il fallait écrire et donc l'instruction était donc obligatoire. Vous avez soulevé des points importants comme l'analphabétisme et l'ignorance, ce qui va me permettre d'aborder un autre point important, c'est-à-dire les dérives. D'abord, pensez-vous qu'il y a une bonne éducation du numérique dans notre pays?
Non, la réponse est catégorique, directe. La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il nous manque quelque chose qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information. Vous savez, il ne suffit pas d'encadrer les adultes. Il faut commencer dès le bas âge par les enfants parce que ce sont eux aujourd'hui qui utilisent ces plateformes numériques-là, ces téléphones, etc. Les dérives, il faut d'abord les situer, les expliquer, dire c'est quoi une dérive sur Internet. Parce qu'effectivement, la réponse que l'on donne selon l'endroit où on se situe, que l'on soit une autorité politique, publique ou bien un utilisateur qui en veut à sa liberté d'expression, ça peut poser problème. Une dérive, selon moi, selon la lecture que j'en fais aussi en me basant sur les lois sénégalaises, par exemple la loi sur la protection des données à caractère personnel, le code pénal, le code des communications électroniques, le code de la presse, etc. Le fait d'abord d'enfreindre la loi, c'est-à-dire de dire des choses qui ne sont pas permises sur Internet ou bien dans la vie de tous les jours, les insultes par exemple. Mais c'est très fréquent sur les réseaux sociaux. Par exemple, quelqu'un qui fait une insulte, que ça soit dans la vie réelle ou sur Internet, cette personne-là enfreint la loi, donc elle doit être poursuivie, elle peut être poursuivie en tout cas. Quelqu'un qui diffuse par exemple des contenus qui n'auraient pas dû être rendus publics, par exemple, des personnes dénudées, des contenus de violence, etc. Ces contenus-là ne doivent pas être diffusés sur Internet, mais aussi le fait de faire dans la manipulation ou dans la désinformation ou de diffuser des fausses informations, les fake news. Maintenant, si ces dérives-là ne sont pas encadrées, ça peut créer des problèmes. Et ces dérives-là sont parfois diffusées sur Internet de deux manières différentes. La première, c'est fait intentionnellement. Les gens, ils ont envie de diffuser des insultes, de s'attaquer à une personne, n'est-ce pas, directement sur Internet. Ça peut être considéré comme une dérive ou de manière non intentionnelle. Par ignorance. Par ignorance. Parce que quelqu'un, ne sachant pas que l'information ou le contenu qu'il est en train de diffuser sur Internet n'est pas respecté, n'est pas respectable, cette personne-là tombe sous le coup de la loi. Et d'ailleurs, la majorité des cas, c'est ça que l'on constate sur Internet. Oui, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Moi, j'ai eu à mener une petite enquête. Mais d'habitude, les gens ne prennent pas le temps de lire la politique de confidentialité dès l'instant qu'ils ouvrent une page sur Facebook ou bien WhatsApp. Donc là également, il y a problème. Ils ne savent pas exactement, n'est-ce pas, ce que demandent ces réseaux sociaux. C'est ça. Voilà, je vous donne un exemple. Il se passe d'ailleurs tout le temps sur Internet des fausses informations qui sont partagées ou des données à caractère personnel. Et les gens, ils le disent en wolof, c'est le fait de demander à quelqu'un de vous envoyer une photo, une vidéo de violence, etc. Le simple fait de détenir, selon la loi sénégalaise, selon le code pénal qui a été révisé en 2016, qui dit que la collecte de données à caractère personnel ou bien de données illicites peut vous pousser en tout cas à être arrêté, mis en prison, etc. Et donc le fait que les gens demandent qu'on leur envoie tout simplement certains contenus, le fait de les détenir sur votre téléphone, donc c'est une collecte de données donc sensibles et malheureusement, quand on parle par exemple d'information secret défense et que quelqu'un a par devers lui cette information-là, constitue une infraction, un délit qui peut être donc condamné par la loi. Malheureusement, la majeure partie des gens ne le savent pas. Et puis, ils pensent que dès l'instant qu'ils postent une photo ou bien une image, bon, s'ils veulent les effacer, c'est facile. Alors que même s'ils les effacent, c'est en possession de ces réseaux sociaux. C'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir sur ces plateformes, il y a ce qu'on appelle les conditions générales d'utilisation, les CGU. Quand vous ouvrez un compte, que ce soit sur Google avec Gmail, sur Facebook, TikTok, WhatsApp, partout, on vous dit, même si vous devez prendre un abonnement chez un opérateur, c'est le cas, hein, vous signez un contrat. Donc vous signez un contrat numérique avec ces plateformes. Je donne l'exemple de Facebook. En ouvrant un compte, on vous montre les conditions générales d'utilisation et on vous dit est-ce que vous acceptez ces conditions. Personne ne les lit. Personnellement, moi, il m'arrive d'ouvrir un compte sur des plateformes sans pour autant prendre le temps de lire ces conditions. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un texte assez long quand même. On n'a pas le temps de lire. Et puis on se dit, de toute façon, si on n'accepte pas, on ne pourra pas ouvrir le compte. On ne pourra pas
installer l'application. Donc les gens acceptent. Mais en acceptant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous donnez le droit à ces plateformes, je donne l'exemple encore de Facebook, qui vous dit le fait d'accepter d'ouvrir un compte et d'accepter de valider les conditions générales d'utilisation, nous donne le droit, nous, en tant que Facebook, d'utiliser tous les contenus que vous postez sur notre plateforme et les données que nous collectons à travers votre utilisation, votre adresse IP, voilà, la date de connexion. Et puis c'est là le danger, c'est ce que pratiquement la majeure partie des personnes... C'est ça. Maintenant, quand vous postez une photo sur ces plateformes, alors qu'au préalable, vous aviez donné le droit à la plateforme d'utiliser donc cette photo-là. Après, vous vous rendez compte que ce n'était pas quelque chose à poster, vous la supprimez. Alors, il y a une copie déjà de la plateforme qu'elle gardait quelque part. Et cette photo peut être utilisée un jour à des fins commerciales ou bien tout simplement pour être partagée ailleurs. Une vente de données, ça existe, hein, même si beaucoup de plateformes nient le fait de vendre les données de leurs utilisateurs. Mais en réalité, c'est le D'où l'importance maintenant d'une éducation numérique. Absolument. Et je pense que si les communautés, que ce soit nous, les utilisateurs, ou les parents, ou même les autorités publiques, travaillent en ce sens sur tout ce qui est éducation au numérique. Donc l'éducation numérique a son importance capitale déjà pour la sensibilisation, montrer aux gens là où ça doit faire mal, leur expliquer les dangers qui sont sur Internet, mais aussi les avantages. Parce que moi, je dis toujours, il y a plus d'avantages, plus d'opportunités sur Internet que d'inconvénients. Il faut aussi savoir les saisir, quoi. C'est une arme, c'est vrai, c'est comme un couteau que vous prenez. Bien sûr, voiture, bien sûr, les avantages quand même sont incommensurables. Exactement. Hein. Vous avez vu, même avec les informations aussi, ça touche des millions d'individus à l'instant même. On l'a vu avec le cas aussi de George Floyd, hein, cet Américain de 46 ans qui a été torturé. C'est grâce à Internet. Voilà, c'est grâce à Internet, très bien. Voilà. Ça. On vient de dire tout à l'heure que la majeure partie des gens se connectent avec leur téléphone portable et ça me permet de parler également de l'usage qu'en font les jeunes. Parfois, ils considèrent cet outil comme un jouet, d'où maintenant la prolifération de sextapes aussi. Là, c'est le summum de ce que l'on peut appeler la cybercriminalité des dérives, quoi. Effectivement, je pense que la première explication qu'on peut donner à ça, c'est la découverte. Parce que les jeunes, quand ils se mettent dans quelque chose de nouveau, il y a cet aspect découverte-là qui fait qu'ils rivalisent d'ingéniosité, ce qui fait qu'ils peuvent partager des choses sans savoir que ça peut atteindre des proportions insoupçonnées, ça peut toucher un public qui n'est plus fermé. Qu'ils n'arrivent plus à maîtriser. À maîtriser. Et justement, avec l'exemple que vous avez donné sur les sextapes des enfants, ça fait que quand ils font ça, ils ne sont pas conscients des dangers ou des répercussions que cela peut avoir dans leur vie ultérieure. Et du coup, il est important pour les parents, par exemple, de sensibiliser, de discuter avec leurs enfants. Parce que vous vous rappelez, il y a une dizaine, quinzaine d'années, il y avait ce qu'on appelait le contrôle parental sur les ordinateurs. Mais à l'époque, c'est parce qu'il y avait un seul ordinateur fixe à la maison que le parent contrôlait. Il avait un logiciel de contrôle parental qui faisait que les enfants ne pouvaient pas, par exemple, ouvrir certains sites Internet pour adultes, par exemple. Ils ne pouvaient pas faire des recherches sur certains sujets. Aujourd'hui, cet ordinateur-là, c'est dans la poche des enfants. Entre les mains même, entre leurs mains, ils peuvent s'enfermer dans la maison, dans leur chambre ou bien à l'école, ils peuvent utiliser ce téléphone-là. Et faire le tour du monde avec. Hein? Donc, on ne peut pas interdire aux enfants d'utiliser ces outils. Je vous donne un exemple. Mon fils aîné, il a 14 ans. Je lui ai donné un téléphone pendant les vacances parce que je lui dis pendant l'année scolaire, pas de téléphone. Pendant les dernières vacances, je lui disais que j'avais désactivé la possibilité pour lui d'installer de nouvelles applications. Donc, mais j'ai vu qu'il avait installé, il avait pu trouver, je ne sais pas comment il a fait pour installer. Ingéniosité. Voilà, je pense qu'il a devenu un peu mon code pour installer TikTok. Quand j'ai vu ça, je l'ai désinstallé en lui expliquant pourquoi il ne pouvait pas utiliser TikTok. Je me suis rendu compte après, il me dit, mais tous mes camarades, ils ont l'application, etc. Je me suis dit, alors,
je ne peux pas lui interdire d'utiliser cet outil-là, mais je vais le sensibiliser sur les dangers, sur ce qu'il peut rechercher sur cet outil, mais surtout les personnes avec qui il a le droit de communiquer. Donc, pour vous dire que aujourd'hui, le plus important avec les enfants, c'est de ne pas leur interdire d'utiliser ces outils-là. Parce que si vous leur dites tu ne peux pas utiliser cet outil, ils peuvent le faire à votre insu. Donc, il est plus important, à mon avis, de les appeler, parce que je lui ai dit, viens t'asseoir, on va discuter. Je lui montre quels sont les dangers, en lui donnant quelques exemples d'enfants qui ont été abusés, qui ont été entraînés dans des choses néfastes grâce à cet outil-là. Mais surtout en lui montrant les nombreuses opportunités en termes de jeux éducatifs, en termes d'apprentissage, même pour les mathématiques, la science. Il y a tellement de choses qui peuvent les occuper, prendre tout leur temps sur Internet, des choses bénéfiques, que de se montrer, que de se filmer, que de discuter avec des personnes inconnues, etc. Donc, d'où l'importance de sensibiliser les enfants sur ça. Ouais, bien sûr, on va donc revenir même largement sur la sensibilisation et sur la régulation aussi de ces dérives. Mais avec les jeunes, ne pensez-vous pas aussi que bon, c'est une facilité, d'autant plus que l'Internet va finir par construire un seul modèle de jeunes. Ils s'identifient à leur idole et ils cherchent également à incarner ce qu'ils voulaient être à partir des réseaux sociaux, à partir du téléphone portable qu'ils ont. Psychologiquement, ce sera difficile de les arrêter. Exactement, ce sera même impossible, je dirais, d'arrêter les jeunes à utiliser ces outils-là. Comme vous avez dit, ils s'identifient à des choses. Donc c'est à nous, mais aussi aux autorités, de travailler sur le type de contenu. On ne peut pas censurer Internet, c'est impossible. En tout cas, à moins que de faire comme la Chine. La Chine l'a fait, hein, même sauf que la Chine n'est pas un bel exemple en ce sens, parce que la Chine, c'est un écosystème fermé sur tous les plans. Le Sénégal ne peut pas être un écosystème fermé, donc voilà, ce qui fait qu'on ne peut pas faire comme la Chine. Maintenant, puisque nous ne sommes pas en mesure de créer notre propre écosystème, nous pouvons utiliser les écosystèmes occidentaux qui ne nous appartiennent pas, que nous n'avons pas créés, mais que nous pouvons tropicaliser, c'est-à-dire adapter à notre contexte local. À quoi faisant? En essayant, par exemple, de mettre le maximum de contenus locaux. Les contenus africains sur Internet représentent 2%, selon pas mal d'études, pour dire que les Africains ne produisent pas assez de contenu à mettre sur Internet. Par exemple, des initiatives comme OneFirst TV, c'est des choses à saluer. Le fait de produire du contenu, alors que les contenus occidentaux font foison sur Internet. Si nous produisons nos contenus qui reflètent nos propres réalités, nos enfants ou les populations de façon générale vont les consommer. D'ailleurs, avec les séries télévisées sénégalaises, vous avez vu avant au Sénégal, les chaînes de télévision montraient des séries de telenovelas, mais aujourd'hui, on ne les voit presque plus. C'est parce qu'il y a un vide qui a été comblé. Voilà, chers téléspectateurs de Women First TV, je vous rappelle que nous sommes dans notre émission L'invité de la rédaction et nous avons comme thème aujourd'hui le numérique. Pour en parler, nous avons comme invité M. Mountaga Cissé, informaticien, spécialiste des médias numériques, formateur et consultant en médias numériques au CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information. On va enchaîner, professeur, avec la régulation. Comment réguler les réseaux sociaux étant donné que nous n'en détenons pas le monopole? Ça va être très difficile, voire impossible. Il faudra peut-être définir c'est quoi une régulation. Vous savez, c'est une problématique mondiale, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe. Dans tous ces pays-là, on discute sur comment réguler les réseaux sociaux. Il y a d'abord des géants, n'est-ce pas, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qu'on appelle les GAFAM. Le groupe GAFAM, oui, voilà, on les appelle. Qui ont assez de moyens, qui ont des budgets marketing qui dépassent parfois même le budget national. Ils sont très puissants, ils sont très puissants, ouais. C'est ça. Maintenant, si vous prenez le cas du Sénégal, cela fait quand même un certain nombre d'années que l'on parle de régulation des réseaux sociaux. Mais cette année 2022 finissante, d'ailleurs, et que nous entamons 2023,
pour vous dire, le président de la République en parle tout le temps. À chaque fois, il fustige les dérives sur les réseaux sociaux. C'est qu'une bonne chose. Même Emmanuel Macron également. Voilà, récemment, il a parlé de la nécessité de réguler ces plateformes-là. Mais je pense qu'il faut le faire de manière très intelligente. Parce que comme vous l'avez dit, nous n'avons pas le contrôle total sur ces plateformes. La meilleure façon de régler, c'est de fermer, n'est-ce pas? C'est-à-dire de dire, voilà, au Sénégal, on ne va plus utiliser Facebook, c'est réglé, il n'y a plus de dérives. Mais on ne peut pas le faire. L'État ne peut pas se lever un bon jour et fermer Facebook ou WhatsApp. Ça va créer quand même des émeutes. Je ne le souhaite pas. En tout cas, c'est impossible maintenant. C'est impossible. Maintenant, on ne peut plus faire ça. C'est vraiment quelque chose qu'on ne contrôle plus. Puisqu'on ne peut plus fermer ces plateformes, on doit faire en sorte que ce que l'on met dedans soit contrôlable. Mais comment? Puisque chaque individu a la possibilité de produire quelque chose et de la mettre sur ces plateformes, nous ne pouvons faire que de la régulation a posteriori. C'est-à-dire qu'il faut que l'information soit déjà sur Facebook pour pouvoir dire ça c'est bon, on garde, ça c'est pas bon, on enlève. Mais le temps que l'on ne décide de la possibilité de supprimer ou pas, il s'est passé un moment, il y a des gens qui ont déjà vu ça. Comment font ces plateformes? Ils ont ce qu'on appelle les signaleurs de confiance. Par exemple, Facebook, ils ont créé ce qu'ils appellent une cour suprême, entre guillemets, avec des journalistes fact-checkers. Par exemple, au Sénégal, ils travaillent avec l'institution Africa Check. Donc, des professionnels qui leur disent attention, Mountaga Cissé vient de faire une publication sur Facebook qui relève de la désinformation. Et Facebook va très rapidement prendre une décision pour d'abord ralentir la propagation de ce partage. Par exemple, si moi j'ai 5000 amis, au lieu d'afficher cette publication-là sur les statuts de mes 5000 amis, il va le mettre sur peut-être une cinquantaine de personnes. Vraiment réduire drastiquement la diffusion de l'information. Si je persiste sur ça, il va bloquer mon compte. D'ailleurs, vous voyez très souvent des amis Facebook dire oui, j'ai été restreint parce que vous avez enfreint les règles de la communauté Facebook. Donc, s'ils arrivent à bloquer le compte de Donald Trump, à plus forte raison. C'est ça. Donc, pour y arriver, pour cette régulation, l'État du Sénégal, au lieu de dire personne n'a plus le droit de faire telle publication sur Internet, ils doivent travailler comme le font donc les pays européens avec ces plateformes. Leur dire, nous faisons confiance, aidez-nous à réguler notre communauté. Ce qui fait que ces plateformes-là vont être plus responsables. Ensuite, on va leur dire, si vous ne respectez pas la législation en vigueur, on va faire des amendes. Par exemple, l'Union européenne a fait une amende de 3,8 milliards il y a quelques mois à Google parce que Google ne respectait pas un certain nombre d'éléments sur YouTube. Par exemple, il y avait des dérives, quelqu'un qui se suicidait, qui a fait la vidéo et que la vidéo a été laissée pendant quelques minutes sur Internet. Donc, le fait de travailler avec ces plateformes-là constitue un premier pas. Est-ce que le Sénégal est à ce niveau-là? C'est ça le problème. Nous avons des lois. Nous avons le code pénal, nous avons la loi sur la protection des données à caractère personnel qui encadre le secteur. Donc il suffit que le législateur ou en tout cas les juridictions compétentes prennent des décisions sur certaines dérives en disant oui, telle personne, si elle fait telle chose délictuelle, pénalement condamnable, il risque telle ou telle chose. Donc le fait de conscientiser la communauté sur donc les dangers qu'ils courent lorsque certains contenus sont diffusés peut pousser les gens à être plus responsables. Mais à vous entendre parler, moi je suis trop pessimiste par rapport à ce que l'on peut appeler une autonomie numérique des pays africains. Moi aussi, je suis pessimiste. Hein. Le souci, c'est que la réalité, elle est là. On doit encaisser et essayer de réduire les dégâts, si je peux le dire comme ça, puisque c'est quelque chose, même aux États-Unis, par exemple, on a parlé de TikTok, ça inquiète l'autorité américaine, parce que voilà, les jeunes Américains aujourd'hui commencent à aller en masse sur une plateforme comme TikTok, alors que TikTok n'est pas une plateforme américaine, elle est chinoise, donc ils disent oui, peut-être que les autorités chinoises auront accès aux données personnelles des citoyens américains. Donc, puisque c'est une problématique occidentale,
occidentale, à plus forte raison que dans nos pays. Maintenant, pour y arriver, je pense que le Sénégal, en tant que pays de 17 voix, qui va aller sur 18 millions d'habitants, ou l'Afrique, ou la zone UEMOA, CEDEAO, je pense que nous devons travailler dans un grand ensemble africain, par exemple avec l'Union européenne. De toute façon, le mandat du président sénégalais à la tête de l'Union africaine va se terminer bientôt au mois de février. Mais je pense que ça pouvait faire partie de son bilan. C'est-à-dire travailler avec les pays africains de concert, leur dire nous allons parler d'une seule voix face aux GAFAM qui sont très puissants. Là également, il n'y a pas une bonne politique du numérique au Sénégal, particulièrement en Afrique généralement. C'est ça, il y a du laisser aller. Et pour répondre à votre question tout à l'heure sur la souveraineté, ou l'autonomie, c'est devenu une utopie de nos jours. Par exemple, aucun pays au monde aujourd'hui ne peut revendiquer une souveraineté ou bien une autonomie totale. Les GAFAM, comme on l'a dit, dominent le monde en termes de contenu. Même les Européens aujourd'hui, ils ont du mal à faire en sorte que les contenus des citoyens européens restent sur le sol européen. Maintenant, ce qu'ils ont fait, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent plus empêcher l'utilisation de ces plateformes. Un outil comme YouTube, on ne peut pas l'interdire en France, par exemple. Maintenant, ce que Maintenant, ce que les pays européens ont fait et que j'invite les pays africains à faire de même, c'est de dire à ces plateformes, à ces géants-là, en leur disant maintenant, puisque nos citoyens européens utilisent vos plateformes Facebook, Instagram, YouTube, vous devez avoir les serveurs sur le sol européen. Comme ça, leur contenu va rester sur le sol européen. Si par exemple, l'Union africaine disait à Facebook, bon, puisque les données des Sénégalais, par exemple, seront hébergées sur des serveurs des data centers en Europe, aux États-Unis, on va ouvrir un grand centre de données à Abidjan, ou bien à Nairobi, ou bien à Addis Abeba, ou bien à Dakar, pourquoi pas. Une affaire continentale. Voilà, une affaire continentale, en leur disant, oui, tous les Africains qui vont poster des choses sur Internet, on veut que ces données-là ne soient pas sur le sol américain, ni sur le sol européen, mais sur le sol africain. Ça va nous donner une autonomie, une indépendance, une souveraineté. Ensuite, vous avez au Sénégal, par exemple, le président a inauguré il y a à peu près un an un data center, un centre de données, pour le dire en français, et que ce centre de données est censé héberger les données personnelles des Sénégalais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi une donnée personnelle d'un Sénégalais. Il y a d'abord les données des réseaux sociaux que le gouvernement du Sénégal ne peut pas de toute façon contrôler. Il ne peut pas demander à Facebook d'héberger les données des Sénégalais sur sa plateforme centre de données. Mais les données, par exemple, de l'état civil, les données sur tout ce qui est transactions administratives, etc., ce sont des données qui doivent absolument rester au Sénégal. En tout cas, ce sera une belle initiative. Hein? C'est juste une volonté politique continentale. Il faut bien y arriver. Hein? C'est ça. Mais un pays, à part peut-être le Nigeria ou l'Afrique du Sud, un pays africain à lui tout seul ne peut pas faire face à un puissant comme Facebook. Peut-être que le PDG de Facebook ne connaît même pas le Sénégal parce que nous avons un nombre insignifiant de moins de 5 millions d'utilisateurs sur le réseau social Facebook comparé à 2,9 milliards d'utilisateurs dans le monde. Donc c'est insignifiant. Si ça leur pose problème, ils peuvent juste dire, bon, puisque vous voulez nous mettre des bâtons dans les roues, on ferme Facebook au Sénégal, vous ne nous intéressez pas, vous ne nous apportez pas grand-chose, et c'est nous qui allons perdre justement. Justement, tout à fait. Et là également, pour revenir un peu aux dérives, là je me dis que les détenteurs des réseaux sociaux non plus ne sont pas innocents, parce que aucun compte ne peut être garanti, ne peut être assuré à 100%. D'où l'aspect de la cybersécurité. Comme on dit en informatique, il n'y a pas de sécurité totale, 100%. Ça n'existe pas. Même les grandes organisations. Voilà, c'est ce qu'ils disent, quoi. Il n'y a pas une sécurité totale, il n'y a pas une assurance totale par rapport maintenant, à ces c'est à comptes. nous, utilisateurs, de travailler sur la sécurisation de nos comptes sur ces plateformes, de nos appareils, en misant sur d'abord la protection à l'accès, avoir un mot de passe sécurisé, une phrase de passe, ou bien tout simplement faire en sorte
que notre mot de passe soit régulièrement mis à jour, ou bien en mettant ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs. Si quelqu'un connaît mon mot de passe, il ne pourra pas se connecter parce qu'il y a un code qui sera envoyé par SMS sur mon téléphone. Et si cette personne n'a pas mon téléphone avec lui, il ne pourra pas valider la connexion. Donc ce sont des choses sur lesquelles les gens devraient réfléchir. Voilà, professeur, tout est si bien dit. Juste une autre question. Certaines zones du pays ont du mal à accéder à l'Internet. On parle de l'arrivée de la 5G. Peut-être ça pourra résoudre le problème. Oui et non. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nous évoluons en termes de génération mobile, la 2G avec le GSM. Ensuite, il y a eu la 3G avec l'Internet qui arrive sur le mobile. La 4G depuis quelques temps maintenant et bientôt la 5G en 2023. Ce qu'il faut savoir, c'est que les opérateurs ont rempli ou bien doivent respecter le cahier des charges défini par l'État sénégalais. Et ils ont obligation de couvrir un certain pourcentage donc, du pays. Généralement, ça tourne entre 90 et 95% du territoire national. Et que, puisque c'est des entreprises commerciales, elles ont besoin donc d'avoir de la rentabilité. Ce qui fait que les opérateurs n'investissent pas partout dans la couverture du pays. Dans certaines zones, comme vous l'avez dit, ils ont du mal à avoir même la 2G carrément pour se connecter. Et donc, il y a ce qu'on appelle le Fonds de développement des services universels de télécommunications, qui est un fonds financé par tous les Sénégalais parce qu'il y a une collecte qu'on appelle la RUTEL, qui varie de 3 à 5%, qui est une taxe que chaque utilisateur des services téléphoniques ou d'électricité paye, et que ça doit donc servir de financement pour couvrir la totalité du pays. Maintenant, puisque nous sommes dans un monde connecté, il y a des investissements, il y a de plus en plus de besoins en connectivité. Des gens qui se trouvent dans des zones urbaines, par exemple, ont besoin d'avoir la 4G, ce qui est déjà le cas. Mais la 5G va leur permettre, par exemple, d'avoir plus de rapidité, parce que c'est des débits 10 à 100 fois plus rapides que la 4G, alors que la 4G offre des débits 10 fois plus rapides que la 3G. On peut avoir des centaines de milliers de kilobits par seconde. Maintenant, le fait de voir arriver la 5G ne veut pas dire que nous allons régler tous les problèmes de connectivité dans ce pays, parce que les opérateurs vont certainement mettre la 5G dans des zones qu'ils jugeraient rentables, comme par exemple Dakar, certaines zones urbaines très peuplées avec une demande importante. Mais dans d'autres pays, dans d'autres zones aussi, il y a obligation pour ces mêmes opérateurs d'offrir le minimum, en tout cas, de connectivité. Si ce n'est pas le cas, il y a des zones, ce qu'on appelle les zones blanches, qui ne sont pas couvertes par les opérateurs. Là, c'est l'État, à travers ce fonds-là, financé par le peuple sénégalais, d'investir, de faire en sorte que ces zones-là soient bien couvertes pour que ces peuples-là puissent avoir accès à Internet. Parce que, comme on le sait aujourd'hui, Internet, c'est presque une denrée de première nécessité. En fait. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est comme une denrée de première nécessité parce que c'est à travers Internet qu'on utilise aujourd'hui les applications de mobile money pour s'envoyer ou recevoir de l'argent. C'est à travers Internet qu'on s'informe de plus en avec plus. Tout ce que ça procure comme facilité. C'est ça. Ce n'est plus devenu un luxe. C'est un outil que l'on utilise tous les jours au quotidien parce que ça nous permet vraiment d'être en contact avec nos familles, etc. Donc, d'où l'importance pour les opérateurs et aussi pour l'État d'investir dans la connectivité, mais surtout dans l'accessibilité à la couverture Internet partout dans le pays. J'espère que les téléspectateurs vont en profiter, surtout ceux qui, en quelque sorte, ont une addiction par rapport à ces réseaux sociaux-là. Voilà, on va terminer avec une note sociologique. Pensez-vous que les réseaux sociaux sont en train de nous déshumaniser? Oui, si on n'y prend pas garde, ce sera en tout cas pire par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, parce que on le vit tous dans nos familles. Le soir, chacun est concentré sur son écran, la télé est allumée,
personne ne regarde la télé, les gens sont sur leurs écrans ou bien ils commentent ce qui se passe à la télé à travers le téléphone qui est on est plus proche de nos téléphones portables que de nos familles. Finalement, les liens familiaux s'affaiblissent. On discute avec des gens qui sont à des kilomètres, des centaines de kilomètres ou des milliers de kilomètres par rapport à nous qu'une personne qui se trouve à moins de 2 mètres. Donc, pour dire qu'effectivement, Internet est en train de rompre ces liens sociaux-là. Donc, ce qui fait que on doit faire ce qu'on appelle le désintox, comme ceux qui sont, voilà... Et diminuer un peu l'addiction aussi. L'addiction, parce que ce qui se passe, c'est qu'il peut arriver des moments, moi je le fais souvent, où j'éteins carrément mon téléphone, je me déconnecte pour vraiment me remettre dans la vie de tous les jours, regarder la télé, discuter avec les membres de ma famille pour un moment. C'est extraordinaire, hein, la vitesse à laquelle nous emballent les réseaux sociaux. Absolument, absolument. Et puis c'est quelque chose qui est venu direct sur nous, que nous ne contrôlons pas. Ça peut avoir des conséquences néfastes. Mais soyons optimistes, peut-être que ça peut avoir des avantages, ça nous permettra de faciliter les contacts. Donc c'est à nous en tout cas de prendre ce qui est intéressant, ce qui est positif et de laisser de côté les aspects négatifs. En tout cas, ils nous dictent leur loi. Hein, et récemment, c'est ce que disait le professeur Souleymane Bachir Diagne, comme quoi que les réseaux sociaux constituent une véritable plaie. On va peut-être essayer de voir les... De soigner la plaie carrément. Surtout ça, hein, voilà. Surtout ça. Nous arrivons au terme de notre émission et j'espère que les utilisateurs de l'Internet vont faire attention par rapport à tout ce qui a été dit et ils seront d'ores et déjà beaucoup plus prudents. Un mot de fin peut-être? Bon, le mot de la fin, c'est déjà de remercier Women First TV, de vous remercier vous pour m'avoir invité. Et puis j'invite les internautes, les téléspectateurs qui nous ont suivis jusqu'à la fin de prendre conscience des dangers sur Internet, mais aussi de bénéficier de ces nombreuses opportunités que nous offre Internet, parce que quand même il y en a énormément pour l'éducation, l'e-commerce, les transactions, les contacts sociaux. Il y a pas mal de choses positives que nous pouvons trouver sur Internet. Jouer sur l'équilibre, mais aussi se sensibiliser soi-même et puis sensibiliser son entourage sur les avantages et les inconvénients qui sont sur Internet. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir, cher professeur, sur les plateaux de Women First TV avec un débat aussi exhaustif. Et je vous remercie. Je remercie également toute l'équipe technique de Women First TV. Quant aux téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre numéro de l'invité de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Women First TV.